Bien, vous avez donc entendu, lu par Christian Pacou, un extrait de Île déserte, roman de Thierry Bestingel, qui est avec nous, qui a reçu hier le 9e prix Amila Mecker, qui est décerné dans le cadre de ce salon. Bon, Amila Mecker, c'est un auteur emblématique du Salon du livre d'expression populaire d'Arras, mais peu de monde connaît cet ouvrier qui était passé à la littérature, qui a écrit un premier roman qui a eu du retentissement en 1941, qui s'appelle L'égout, et puis qui fut un auteur remarqué de la série noire, qui est un auteur qui a cette grande originalité d'avoir fait le lien entre la littérature prolétarienne et le roman noir français, dont évidemment aujourd'hui tout le monde connaît la richesse. Aux associations partenaires 813 qui animent les Amis des littératures policières, qui animent cette table ronde, et à Colère du présent, il nous a paru nécessaire, évident, important d'apporter un éclairage sur Amila Mecker, sur sa vie un petit peu, sur l'écrivain qu'il était. L'écrivain, on va le voir, aux diverses facettes. Donc, voilà, merci d'être avec nous pour évoquer cet homme qui avait défini son travail d'écrivain par cette belle phrase: écrire, c'est revendiquer une place pour l'homme dans l'univers, c'est revenir sur l'histoire pour l'éclairer et lui donner un sens. Moi, je suis une étincelle. Ça tombait très bien, puisqu'en plus, il y a une actualité éditoriale qui se présentait, avec la parution du livre de Pierre Goya, Jean Mecker, dit Jean Amila, du roman prolétarien au roman noir contemporain. Donc Pierre Goya, vous êtes docteur en lettres, enseignant en lycée, vous écrivez des chroniques polars dans Liberté Hebdo à Lille. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez découvert Amila et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire ce livre, qui est le fruit d'une thèse, si je ne me trompe pas? Oui, j'ai découvert Amila sans m'en apercevoir dans un livre de Didier Delinx qui s'appelle La mort n'oublie personne, qui se déroule dans la région Nord-Pas-de-Calais d'ailleurs en partie, et qui est dédié à Jean Mecker. Sur le coup, je pense que je n'ai pas fait très attention. Et ensuite, j'ai découvert Jean Mecker quand il est décédé, parce qu'un des seuls journaux qui en a parlé, c'est l'Humanité. Je suis lecteur, et c'est d'ailleurs Hervé Delouche qui avait fait l'article. Et à ce moment-là, j'étais bordelais, j'habitais Bordeaux, et la bibliothèque municipale de Bordeaux, c'était du temps de Chaban-Delmas, ça a dû changer, achetait les bouquins de chez Ancrage, et ils avaient réédité Nous avons les mélanges. Donc c'était un des rares Jean Mecker qui était disponible, on était en 95-96, et donc je l'ai lu, et j'ai trouvé qu'effectivement, comme je l'avais lu dans l'Humanité, c'était effectivement un écrivain intéressant, et donc j'ai commencé à chiner à droite à gauche chez les bouquinistes, parce qu'on n'en trouvait plus, les Mecker n'étaient plus du tout disponibles chez les libraires. Donc je les ai chinés à droite à gauche, dans des rayons de bouquinistes, et ensuite j'ai découvert les Amila, pareil, que j'ai chiné petit à petit, parce que là ils étaient plus faciles à trouver, mais parce qu'ils ont été édités en plus grande série, de l'ordre de 40 000 exemplaires, donc on les trouvait plus facilement, il y a eu des rééditions, tout ça. Mais les Mecker étaient assez difficiles à trouver à la fin des années 90, début des années 2000, jusqu'aux rééditions chez Losfeld, ils étaient extrêmement rares. On trouve en Belgique. J'avais trouvé quelques-uns en Belgique qui sont aussi de grands amateurs de littérature française. Stéphanie Delestrée, vous êtes éditrice à Chelles-Michel, vous avez produit une thèse qui s'appelle Le roman noir, littérature contre-littérature, pardon. Vous avez aussi co-dirigé un ouvrage intitulé Dictionnaire des personnages populaires de la littérature au XIXe et XXe siècle. Et ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est que vous êtes occupé de la réédition des textes de Mecker chez Joël Losfeld, avec Hervé Delouche, précisons-le. Même question, comment avez-vous découvert Amila et qu'est-ce qui vous a motivé pour rééditer ces textes? Alors, j'ai découvert, j'ai aussi fait un
travail universitaire et j'ai dû commencer par lire des chroniques de Manchette. Et dans les chroniques de Manchette, il y a un magnifique article sur les coups de Jean Maker. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à... C'est comme ça que j'ai commencé à lire Maker. Je me suis mise au polar très très tard, et donc je connaissais même pas Amila, donc ça me disait rien de plus, et puis voilà, puis j'ai commencé à gratouiller, à essayer de trouver les romans de Maker qui étaient donc totalement indisponibles en librairie, mais parfois disponibles dans les réseaux de bibliothèques municipales. Et puis voilà, puis ça s'est fait petit à petit. Et puis la rencontre avec Hervé Delouche a été décisive, parce que lui de son côté avait la même envie de rééditer. Entre-temps, j'avais dû contacter Laurent Maker pour avoir des précisions sur le DEA. Donc j'avais contacté Laurent pour m'éclairer sur quelques aspects de la biographie de Jean Maker qui paraissait un peu incertain parfois, et voilà, tout ça s'est mis en place de manière assez naturelle. Quand on s'est rencontré avec Hervé, on a décidé à deux, on est plus fort, donc de mener ce projet de réédition, et avec l'aide évidemment de Laurent. Vous avez réédité combien de livres de Maker depuis le début? 6, plus que 7 6 Thierry Bestangel, donc vous venez de recevoir, comme on l'a dit tout à l'heure, le prix Amila Maker pour votre roman Île déserte. Et on peut aussi ajouter que vous avez reçu le prix Eugène David, qui est une autre figure du roman prolétarien, qu'on connaît peut-être plus grâce au film Hôtel du Nord. Question peut-être bête, mais est-ce que vous connaissiez Amila Maker avant de recevoir ce prix? Alors je le connaissais en fait parce que j'ai eu à travailler sur une thèse de doctorat qui est toujours en préparation, c'est un peu mon arlésienne à moi. Et donc en fait en construisant cette bibliographie, le nom évidemment apparaissait souvent pas forcément dans le cursus que dont je voulais m'occuper, mais le nom apparaissait énormément dans une littérature du travail, ou du moins cité fréquemment dans des anthologies de littérature prolétarienne. Donc déjà, c'est de cette façon dont j'ai fait connaissance pour la première fois, on va dire, de Jean Amila. Et puis, alors après, je ne suis pas vraiment un spécialiste, donc j'ai lu Boucher-Durlu, mais effectivement, je connaissais déjà. Et puis, en plus, j'ai trouvé qu'entre Eugène David et Jean Amila, il y avait quand même une parenté de style, de ton, une façon d'aborder les personnages et derrière de voir qu'est-ce qui se dessine derrière les personnages, comment se dessine la société à travers l'Hôtel du Nord. C'est ce petit peuple de mariniers de Paris. Et donc moi j'avais l'impression qu'on retrouvait à peu près le même paysage comme ça, même paysage de personnages. Laurent Maker, qui est le fils de Jean Maker, merci d'être avec nous. Et puis rappelons effectivement que vous avez beaucoup aidé et beaucoup permis pour les différents, pour que ce soit pour les rééditions, je crois aussi le travail de Pierre Goya pour qu'on remette sur le devant de la scène littéraire Jean Maker. Pierre Goya, Jean Maker est, on l'a dit, un écrivain, en tout cas qui n'est certainement pas assez connu, même s'il l'est un peu davantage. Mais est-ce qu'avant tout, vous pourriez nous donner quelques repères biographiques sur cet auteur? Alors, sous le contrôle de Laurent, Jean Maker est né en 1910 à Paris, le 24 novembre, je crois, si je me souviens bien. 1910 dans un quartier populaire, dans le 10e, et ensuite il a vécu dans le 20e, rue de Belleville. Alors à l'époque, c'est des quartiers de l'Est parisien qui sont très populaires, avec une population ouvrière très importante, et donc il a vécu là quelques années. Ensuite,
il s'est retrouvé dans un orphelinat en 1917-18, suite à la guerre de 14. Son père n'avait pas intégré le foyer à l'issue du conflit, donc sa mère est tombée malade, et donc lui et sa sœur ont été placés dans un orphelinat. Lui était à Courbevoie, en région parisienne, ce qu'il est au de aujourd'hui, et c'est ce que l'on retrouve un petit peu dans ce qu'il raconte dans le Boucher des Hurlus. Voilà. Et ensuite, il a passé son certificat d'études dans les années 20. Il a fait toute une série de métiers, ouvriers, il a travaillé cadignolet, il a fait tout un tas de petits boulots, de petits boulots comme ça dans les années 20 et dans les années 30, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où il va se retrouver mobilisé en 1939, comme des millions d'autres Français, et il va se retrouver en 1940 à passer la frontière suisse et à être interné militaire en Suisse. Donc, ce qui est déjà un petit peu original, parce que quand j'ai cherché auprès des historiens s'il y avait des choses sur l'internement de soldats français en Suisse, j'ai quasiment retrouvé quelques évocations, mais vraiment pas grand-chose. Donc déjà une petite originalité là. Ensuite, il sera libéré, il revient en France, il va travailler à Paris à l'état civil de l'Amérique du XXe, et il va intégrer la résistance en 1943 jusqu'à la libération de la France, et il reprend son métier d'écrivain dans les années 40. Et au début des années 50, ses œuvres prolétariennes, populistes, se vendent assez peu. Donc Marcel Duhamel, qui est le directeur de la série Noire, lui propose d'intégrer la série Noire, et il sera le deuxième auteur français à écrire dans la série Noire après Serge Arcotte, qui avait le pseudo de Terry Stewart. Et donc il sera le second écrivain français à la série Noire, et il continuera sa carrière à la série Noire entre 1950, avec son premier roman Il n'y a pas de lieu, jusqu'en 1986 avec Au balcon d'Hiroshima. Donc il va avoir toute une carrière d'écrivain, il n'a jamais cessé d'écrire. Il va rajouter quelques fusils, quelques cordes à son arc, pardon. Je serais révélateur, Dr. Freud. Donc il va rajouter quelques cordes à son arc, notamment dans le cinéma. Il va travailler sur des scénarisations, il va travailler un petit peu dans le cinéma, avec notamment Maurice Lagros, Jusqu'à plus soif, ou d'autres œuvres comme ça. Et j'en conclurai là-dessus. Au début des années 70, il va être victime d'une agression, d'un accident. Il y a toujours un petit flou autour de ça, qui va faire qu'il va arrêter d'écrire pendant 7 ans. Et il reprendra une activité littéraire en devant quasiment tout réapprendre au début des années 80. Il reviendra à la série Noire en 1981. Il raconte d'ailleurs cette expérience de retour à l'écriture, les difficultés qu'il a traversées dans le dernier de ses livres inédits qui est paru cet été chez Joseph K, qui s'appelle Comme un écho errant. Donc il raconte un petit peu ce retour à l'écriture et toutes les difficultés qu'il a traversées dans le milieu des années 70 jusqu'au début des années 80 à peu près. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Alors, oui, non, tu n'as rien oublié d'important. Disons que moi, je pense qu'on a à peu près tout dit maintenant sur mon père. Je suis content que son œuvre ait été reconnue. Je suis content aussi qu'on le reconnaisse avant tout l'écrivain, et que, comme les proches le savent, ce qui compte pour moi, c'est qu'on n'en fasse pas avant tout une espèce d'anecdote ambulante qui figure sur les pages de garde de ses livres, et qu'on reconnaisse qu'au moins à une certaine époque, il était possible pour des personnes comme lui d'exprimer ce qu'ils avaient dans le ventre, qui venait vraiment de très profond, parce que je pense aussi que ce qu'on a oublié, c'est ce que ça représentait de cette tapée de guerre mondiale, des périodes de misère qu'on n'imagine absolument plus maintenant, malgré toutes nos crises. Et voilà, donc en un sens, pour faire un petit lien facile avec Thierry, c'était un des ancêtres. D'accord, il faut se rappeler que ces gens qui ont été jeunes ont eu une vraie vie. Que ce ne sont pas des plagiats par anticipation des écrivains actuels. Si vous voyez ce que je veux dire, ainsi de suite. Voilà. Mon propos se limite un petit peu à ça. J'ai pas de révélation dans ces dernières minutes à se faire ici. Non, mais c'est très important, parce qu'il y avait effectivement, il y a ces deux guerres auxquelles Jean Mecker est confronté. Il y a tout ce pays qui commence effectivement, ce que Pierre a dit, il commence à travailler très jeune. Il a vraiment extrêmement jeune,
Et puis, il y a cette multitude de petits boulots, il y a effectivement la croûte qu'il faut trouver, enfin tout ça. Et cela dit, il écrit, et cela dit, il passe à la littérature, il y croit, il aime ça. Enfin, c'est effectivement un parcours important, et puis on va en parler, mais enfin, il a été déterminant de toute manière pour la littérature et aussi pour le roman noir après, et pour le surgissement d'un nouveau type de roman noir. Il y avait, puisqu'on parle justement de ces petits boulots, on parle du travail. L'an dernier, ici, on avait animé une table ronde sur justement le travail et le roman noir. C'est quelque chose, on est un peu dans le prolongement de cela en ce 1er mai. Alors, Thierry Bestingel, votre roman Île déserte, justement, il est très bien, il fait très bien écho à tout cela parce que c'est un roman qui évoque à votre façon le monde du travail. Juste, j'en dis 2 mots, mais disons, et puis vous en parlerez mieux que moi, mais il y a Île déserte, ce sont 2 personnages, l'un qu'on désigne un peu, que vous désignez du nom de l'ancêtre, qui est un représentant en papier peint qui est un peu en fin de carrière, et puis qui fait le représentant à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il va de ville en ville, voilà. Et puis de l'autre côté, il y a une jeune femme qui est engagée, elle est dans un nouveau boulot par la même société, qui est une société qui a évolué, qui n'est plus la société familiale qui avait embauché l'ancêtre, qui était presque un peu le copain du patron de l'époque, et elle, en gros, son rôle, c'est d'organiser les vendeurs, et évidemment, le cas de l'ancêtre va se poser plutôt peut-être pour l'éliminer. Oui, tout à fait. Donc l'ancêtre représente en fait une sorte de survivance. Dans le livre, je dis c'est une survivance d'où nous ne voulons plus aller. C'est ainsi que parle le responsable de cette directrice des ventes. C'est-à-dire que l'entreprise a tellement évolué que maintenant vendre des papiers peints ça suffit plus. Il faut vendre des concepts globaux de décoration avec des canapés, etc. Et donc, du coup, cet ancêtre ne fait plus l'affaire. Bémol, c'est que l'ancêtre continue toujours à faire le meilleur chiffre d'affaires. Donc, la question, c'est comment on fait pour se débarrasser de quelqu'un qui réalise toujours le meilleur chiffre d'affaires. D'abord, est-ce que c'est facile? Est-ce que dans la vraie vie, ça existe? Alors oui, ça existe dans la vraie vie. Simplement que les entreprises changent par moment de stratégie. Et que, pourquoi pas, on peut très bien se séparer de quelqu'un, même s'il travaille très bien, parce qu'il ne correspond plus simplement à la nouvelle stratégie qu'on veut mettre en place. Donc ça, on va dire, c'est un peu le fond d'Île déserte. Derrière, effectivement, c'est un livre sur le travail. Alors pourquoi le travail? C'est pas une obsession pour moi dans le sens où je me lève tous les matins en me disant je vais écrire un nouveau livre sur le travail. C'est pas ça, c'est que je remarque simplement que le travail fournit une matière à roman, une matière à fiction qui est inépuisable parce qu'on y trouve tous les sentiments qu'on retrouve dans toute la vie. On y retrouve de la jalousie, de l'amour, de la haine. Et en même temps, on trouve, les personnages sont aussi également très... on joue tous un rôle finalement quand on travaille. On est une sorte de personnage de fiction. Moi, quand je travaille dans mon entreprise qui est Orange, je joue au chargé de recrutement, je conseille les gens, tu vas faire ci, tu vas faire ça. J'utilise mon propre langage, qui est le langage de l'entreprise, que je vais modeler avec ce que je veux dire, mais je joue un rôle. En fait, on pourrait se demander, finalement, on se dit qu'on est tous des salariés, mais peut-être qu'on est peut-être tous des intermittents du travail, et on touche une sorte de cachet pour une prestation d'acteur qu'on accomplit pour une certaine entreprise. Bon, voilà, je sais pas si c'est peut-être un petit peu bizarre pour donner cette expression-là du travail, mais c'est un peu ce que je ressens. Moi, j'ai envie de le mettre dans mes livres. J'ai envie surtout de ne pas faire de frontières entre ah oui, il y a ceux qui travaillent pas, il y a la vie comme ça, la vie personnelle. Non, on sait très bien que tout est étroitement mêlé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le quotidien. C'est d'essayer
de montrer des choses qu'on ne montre jamais, ou des choses qui sont très difficiles à montrer. J'ai un cousin, il est comptable, et la dernière fois, il me disait, mais avec une passion extraordinaire, il me disait, tu peux pas savoir, la dernière fois, j'étais devant mon tableau Excel, je venais de terminer ma balance des comptes, des recettes et tout ça. Oh, le tableau était beau. Bah oui, mais ça, comment ça s'écrit? Et moi, voilà, mon rêve, c'est d'arriver à écrire quelqu'un qui est devant son tableau Excel et qui éprouve un sentiment de fierté devant une espèce d'image holographique comme ça, qui ne représente rien. Et c'est derrière, finalement, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça dit de nous? Donc, eh ben, on va y voir derrière la vie moderne, et puis après, on va y voir, on va creuser un peu plus, et plus on creuse dans cette historique, plus on s'aperçoit quelles sont finalement un certain nombre de valeurs ou un certain nombre de choses qui nous ont influencés dans notre jeunesse, etc. Donc, c'est une sorte de parcours à l'envers que j'essaie de reprendre en partant du quotidien. Et justement, ce thème Jean Mecker a écrit plusieurs livres qui tournent autour de ce thème du monde du travail. Et je ne sais pas si je dis une bêtise en disant que ça a peut-être été un des précurseurs justement dans le fait dans son traitement. Parce que c'est pas tellement un thème qui avait été abordé par les auteurs de Blanche à l'époque et qui en fait va finalement être assez peu abordé par les auteurs de polar, même après-guerre. Ça va venir beaucoup plus tard. Justement, Pierre Goya, dans le livre, vous faites tout un développement sur le regard sur le monde du travail, sur l'œuvre de... Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire... Oui, Jean Mecker, comme beaucoup de... Jean Mecker a partie d'une catégorie d'auteurs qui, on en parlait tout à l'heure avec Thierry avant le début du débat, autrefois il y avait des ouvriers écrivains. C'était d'abord des ouvriers, comme Jean Mecker, et qui écrivaient, qui racontaient leur vie d'ouvrier. Alors, il y avait différents styles, différents genres, différents dessins là-dedans. Mais c'est une catégorie aujourd'hui, à part Jean-Pierre Levaret, qui est un ouvrier, il travaille chez Total dans la banlieue rouennaise, c'est un militant syndical aussi par ailleurs, et qui écrit effectivement des livres qui se déroulent dans l'entreprise. Il raconte son expérience de syndicaliste de la chimie, mais d'un point de vue fictionnel, quand ce sont des récits de type littéraire, quoi. Ce ne sont pas des tracts ou des travaux sociologiques. Mais à part Jean-Pierre Levaret, je dois avouer que j'ai un peu de mal à trouver d'autres auteurs qui se livrent à la même chose. Mais en réfléchissant un petit peu plus loin, on disait tout à l'heure, que des écrivains qui viennent du monde du travail, comme Didier Donalds par exemple, qui a été longtemps primeur, aujourd'hui est écrivain à plein temps, il n'est plus ouvrier. Et très souvent, il y a des auteurs comme ça qui ont des expériences de salariés, qui ont connu le succès littéraire du fait de la qualité de leurs œuvres et qui vont quitter le monde du travail. Mais il y en a aussi beaucoup, en fait, qui restent dans le monde du travail, mais qui n'ont pas, qui sont obligés de continuer à avoir une activité salariée. Je pense par exemple à beaucoup d'écrivains qui sont enseignants ou journalistes. Alors ce ne sont pas des ouvriers, mais ce sont quand même des gens qui travaillent. Donc il y a eu un déplacement de ce point de vue dans le monde salarié, il y a eu un déplacement des ouvriers qui écrivaient à des professions plus intellectuelles aujourd'hui, de type intellectuel, qui écrivent. Il y a beaucoup d'auteurs de polar qui sont par ailleurs des enseignants. Je pense à Roger Martin, François Muraté, enfin, des dizaines d'autres, c'est extrêmement répandu, ou des journalistes aussi. Jean Mecker a la particularité, lui, effectivement d'avoir été ouvrier et de toujours avoir gardé ce lien avec le monde du travail. On a beaucoup d'œuvres où effectivement on va voir, par exemple, je pense à Motus, qui est un roman policier qui date de 1953, à la série noire, qui raconte, qui se déroule en partie dans le milieu des éclusiers, et qui raconte donc une histoire qui se passe autour d'une écluse en région parisienne, et on a vraiment le travail, on voit les hommes au travail, c'est vraiment au boulot, et il y a une intrigue policière autour de ça. Et donc il y a effectivement cet aspect des choses dans l'œuvre de Jean Mecker. Moi je parle il y a eu très longtemps des polémiques entre prolétariens et populistes, c'est des polémiques des années 30, qui aujourd'hui sont, faute de combattants, le débat s'est arrêté. Moi j'ai englobé ça un petit peu je préfère parler de littérature ouvrière, qui est peut-être plus neutre, j'empruntais à Michel Rameau, j'en ai inventé d'ailleurs, et qui englobe un petit peu tous ces types de littérature qui parlent du monde du travail. Alors, d'un point de vue, je dirais, positif, quoi, une
vision positive du monde du travail. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu chez Jean Mecker. Et dans le polar, c'est un des premiers, il me semble, à l'avoir fait comme il l'a fait, quoi. Après, d'autres l'ont fait après lui, y compris, je pense à Stopper les machines de François Muraté, qui est plus récent, qui date de 2002, je crois, qui raconte une grève, une lutte pendant les négociations sur les 35 heures. Donc c'est des choses assez récentes et qui se passent effectivement dans l'entreprise en permanence. Oui, de même que, d'ailleurs, des auteurs qu'on avait reçus ici l'an dernier, comme Dominique Manotti ou Marin Ledin également, par exemple, mais il faut quand même rappeler que, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que quand sort Motus, au début des années 50, d'abord c'est un des premiers auteurs français de la série noire, mais en plus, les auteurs français, enfin je me trompe peut-être, mais qui vont publier dans ces années-là, dans la même collection emblématique, la série noire, ce sont des bouquins qui mettent en scène avec plus ou moins de bonheur des histoires de truands, des histoires d'épigaleries, comme on dit, des choses comme ça, et on est extrêmement loin d'un monde justement de personnages du quotidien, de personnages ordinaires, qui ont leurs aspects extraordinaires, mais qui sont des gens de tous les jours, et ça c'est quand même la très grande originalité, le très grand apport de Jean Mecker à Milan, enfin, il me semble. Oui, il se distingue justement par ça, parce qu'on a souvent aujourd'hui une vision d'une série noire très progressiste, très à gauche, suite à Manchette notamment. Quand on lit les polars des années 50, il y en a un certain nombre, je n'ai sûrement pas les classer dans cette catégorie, notamment chez les Français, chez Simonin en particulier, des choses tout à fait réactionnaires, parce qu'il n'enlève rien à la qualité de l'œuvre par ailleurs, mais on n'est pas du tout dans la série noire post-Manchette, du tout. Il y a parfois une reconstruction de ce point de vue, où on a l'impression que la série noire a toujours été très marquée à gauche, qui est loin d'être le cas. Et justement, Amila se distingue justement dans cette série noire par justement cette vision des choses. Sur un autre débat, un petit peu à part du monde du travail, mais quand même, il écrit, pendant la guerre d'Algérie par exemple, un roman qui s'appelle Jusqu'à plus soif. À un moment donné, il y a un auteur, il y a un personnage qui est nord-africain. Il n'emploie pas du tout de termes racistes que l'on va trouver à l'appel chez Simonin. Il y en a plein chez Mallet, pas la peine d'en reparler, il y en a à toutes les pages quasiment. Et y compris chez des auteurs comme André Helena, qui est lui aussi plutôt classé à gauche. Il y a une façon de décrire ces personnages d'origine maghrébine, je ne sais pas si on publie encore des choses comme ça. Aujourd'hui, quoi. Il n'est pas du tout chez Amila, justement. Il se singularise sur beaucoup d'aspects par rapport à ce qui est le ronron ambiant, quoi. Et il se singularise, il écrit vraiment une œuvre très particulière de ce point de vue, ou alors c'est pas automatiquement extrêmement flagrant, on peut le dire sans le voir. Je pense que la plupart des lecteurs de l'époque n'ont pas fait attention à ce genre de choses. Mais avec le recul, en analysant les œuvres, on s'aperçoit vraiment, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit sur les positions anticolonialistes, antimilitaristes, il se singularise vraiment par rapport à ce qui se fait de façon générale. Et en fait, il annonce un petit peu ce qui va être repris et développé et amplifié par d'autres, comme Manchette, Vautrin, Delinx, Fajardi, tout un tas d'auteurs qui apparaissent dans les années 70 et 80. Celui qui a permis, qui a ouvert cette porte-là, c'était pas obligatoire. Le polar, le plus très degré, une littérature tout à fait réactionnaire, ça n'est pas le cas. Et je pense qu'Amila, de ce point de vue, joue un rôle extrêmement important pour donner cette tonalité que l'on connaît au polar français actuel. Tout seul, mais il est un de ceux qui a rendu ça possible. Stéphanie de Lestrée, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Il y a un autre aspect de l'œuvre de Mecker qu'on avait envie d'aborder, parce que de toute façon, je pense qu'on ne peut absolument pas faire un passe dessus. Ce sont ces romans de guerre. Enfin, le terme est extrêmement mal choisi. Disons qu'un certain nombre de ces œuvres se caractérisent vraiment par un esprit antimilitariste, pacifiste, avec vraiment un rejet de la violence liée à la guerre. Et je pense que justement par rapport à ça, il serait intéressant de parler de La Marche au canon, qui est un manuscrit, si je ne me trompe pas, qu'il avait écrit relativement tôt, voire même très tôt, mais qui est resté inédit jusqu'en 2005. Alors Stéphanie de Lestrée, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que ce manuscrit est resté inédit pendant toutes ces années? Alors ça, il faut qu'on fasse une réponse commune là, parce que c'est un peu compliqué. L'histoire de la marche au canon est un peu compliquée.
parce qu'il semble quand même, avec un certain nombre d'éléments qu'on a pu trouver dans les archives de l'auteur, que c'était en fait un grand projet qu'il avait d'écrire la vie de trois générations, donc le grand-père, le fils et la fille, c'est ça, Laurent? Oui, en gros, c'est ça, oui. C'est-à-dire que c'est... Oui. Enfin, écoutez, peut-être que c'est un petit peu... Bon, ça reste un petit peu réservé aux spécialistes. Peut-être qu'on risque peut-être de rentrer dans des détails infimes. En fait, mon père, et ça par contre, je peux vous le dire, de souvenir, même de souvenir d'enfant, avait une envie très forte d'écrire quelque chose, une œuvre assez épaisse, pour résumer, qui parle beaucoup des expériences de la guerre, bien sûr de la grande guerre, parce que c'est autour d'un marche du canon, de la résistance et de l'après-résistance. On a quand même les mains rouges pour les gens qui connaissent son œuvre, qui parle de l'épuration, en gros, enfin, pour résumer. Et il aurait souhaité, mais après, en fait, on se réfère à des fragments de manuscrits qui datent de différentes époques, qui ont été refusés X fois par Gallimard, et ainsi de suite, et qui auraient pu, mais personne ne sera jamais capable d'assembler tout ça, faire un livre, en fait, une espèce de... Excusez-moi, je cherche mes mots, j'allais dire épopée, enfin, allons-y gaiement, en plusieurs épisodes. Bien entendu, ce qu'il en est resté de complet, qui a semblé éditable à l'époque, vous avez trouvé, ça c'était un cahier combien faisait-il, sous forme de cahier de 120 pages, quelque chose comme ça, à peu près. Voilà. Et bon, il se trouve qu'après, bon, je vais pas revenir donc, sur le travail qu'a fait Franck Legault, qui après a été fouiné partout chez Gallimard, et il y a eu des tas de choses de fait. Ce qui était un petit peu quand même un drame pour enfin un drame, j'exagère un peu, mais je synthétise, pour mon père, c'est de ne pas s'être exprimé pleinement sur ces choses-là, et d'être finalement resté dans tout ce qui concerne ces sujets militaires, paramilitaires, les barbouzes et compagnie, un espèce de râleur pas très crédible. Alors qu'en fait, il avait quelque chose de très fort à dire. Là, vous avez un extrait d'un roman de, comme on a dit, 120 pages. Je pense qu'il a fait, quand les gens l'ont lu, ça paraît. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été plus tôt, été édité à l'époque? Je me le demande encore. Mais bon, c'est un petit peu. Voilà, c'est aussi. C'est de la politique, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, voilà. Bon, que dire de plus? Je ne sais pas. Enfin, je pense qu'après, on va peut-être pas rentrer trop dans les détails techniques de l'émission. Non, c'était aussi de parler de Mécal et de. Alors, justement, un peu passer pour un peu râleur, ça je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il y a d'autres. Il y a cet inédit qui a été retrouvé en 2005, La Marche au canon, mais auparavant, Pierre Goya, moi j'aimerais bien que vous nous parliez un peu d'autres livres, alors là qui sont ceux parus à la série noire, qui d'une manière ou d'une autre abordent ce thème de la guerre, de l'antimilitarisme, en tout cas, c'est-à-dire le boucher des hurlus, au balcon d'Hiroshima et la lune d'Omaha, voilà, sur lequel on continuera également. Oui, c'est vrai que l'antimilitarisme joue un rôle important, et la paix aussi. C'est un roman de 1945 qui s'appelle La Lucarne, où le personnage, on est en 1939, l'action se situe en 1939,
le personnage veut monter une espèce internationale pour la paix, pour empêcher la guerre, et il y a une espèce d'obsession autour de ça, et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on retrouve très souvent dans l'œuvre de Jean Maker, qui est une victime de guerre aussi, quelque part, dans la guerre de 14, où son père a quitté, enfin, a été mobilisé, ensuite a quitté le foyer, sa famille a éclaté pour un petit garçon qui, à l'époque de 8 ans, 7-8 ans, c'est terrible, c'est son monde qui s'effondre, c'est un gamin qui a été maltraité par la société du fait de la guerre de 14 et qui s'est retrouvé à 30 ans mobilisé sur les avants de l'ennemi Maginot, retraité après la drôle de guerre pendant la période de la débâcle. Donc il a dû être effectivement extrêmement marqué sur un plan personnel par tous ces événements qu'il a vécu. Donc l'antimilitarisme effectivement joue un rôle extrêmement important dans son œuvre. Alors, effectivement, surtout dans le boucher dans la lune d'Omaha qui se déroule, dont l'intrigue se déroule dans le cimetière militaire américain de Omaha Beach à Colville-sur-Mer, où effectivement il pose vraiment la question de pourquoi ces gars sont morts, quoi, en fait. Et on a ces personnages d'anciens soldats qui continuent à être traumatisés par la guerre. Alors, il y a celui qui est le gardien du cimetière, mais qui n'a jamais réussi à réintégrer le monde, j'allais dire des vivants, mais quasiment, quoi, le monde civil, quoi, la vraie vie, quoi. Il a été complètement traumatisé par la guerre. Et George Hutchins, qui est le déserteur qui lui, a signé le PC pareil, quoi. Il a fait la guerre courageusement, et puis à un moment donné, il a craqué. D'ailleurs, c'est très moderne. Aujourd'hui, on parle de stress post-traumatique. Mais dans la lune d'Omaha, ce dont nous parle Jean Mila, c'est du stress post-traumatique dû à la violence des combats, quoi. Et c'est un temps extrêmement moderne. À l'époque, on n'en parlait pas de ce genre de choses, quoi. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Et donc, il s'est toujours vu, il rejette la guerre, parce qu'il voit ça, pas au niveau des états-majors, mais aussi au niveau de ceux qui la font vraiment, quoi. Le flingue à la main, et qui se retrouvent un beau matin sur une plage de Normandie, en se faisant mitrailler de tous les côtés, quoi. Et donc, effectivement, ça donne quelque chose d'assez fort, quoi. Le roman, d'ailleurs, s'ouvre là-dessus. On est le 6 juin matin, à 5h du matin, dans les péniches de débarquement qui avancent vers le bas. Donc, évidemment, c'est quelque chose d'assez fort. Et son dernier roman, le dernier roman qu'il a publié de son vivant, parce que d'autres sont parus après, Au balcon d'Hiroshima, pareil, c'est une dénonciation de l'utilisation de l'arme atomique, qui est une de ces grandes, aussi un des grands thèmes qu'il va développer à travers toute la série noire. C'est aussi le sujet de son premier roman, Il n'y a pas de bon Dieu, qui parlait aussi de ça. Et donc on va avoir énormément de références effectivement antimilitaristes, et il s'oppose effectivement aux guerres, y compris aux guerres coloniales. Dans Motus, à un moment donné, il y a une petite phrase contre la guerre d'Indochine. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de séries noires à l'époque, ni de romans tout court d'ailleurs, dans la série noire, qui dénoncent la guerre d'Indochine en 1953. Il ne peut pas y en avoir énormément. En 1954, dans La tragédie de l'URSS, pareil, il y a une petite phrase sibylline sur la guerre d'Indochine. Il dénonce aussi les conflits coloniaux, dans la mesure de ce qu'on laisse faire dans le cas de la série noire. Parce qu'on n'écrit pas non plus tout à fait ce qu'on veut, quoi. On ne va pas écrire des pamphlets antimilitaristes en 1950 dans la série noire. Par la suite, ce sera plus simple. Mais dans ce moment-là, c'est un peu compliqué. Donc il arrive toujours quand même, il a toujours cette idée, effectivement, il s'oppose toujours au pouvoir des militaires, et chaque fois qu'il a l'occasion, il n'hésite jamais à effectivement dénoncer le militarisme et surtout ce que cela provoque, c'est-à-dire les guerres et les conflits. Bien, on pourrait continuer longuement, mais je crois que le temps nous est un peu compté. Oui, me dit-on, 2 minutes. Il y a quand même, alors, puisqu'il nous reste 2 minutes, est-ce que justement, je crois que c'est Stéphanie Delestrée qui en parlait tout à l'heure, c'est d'ailleurs un clin d'œil assez amusant. La dernière des chroniques de Jean-Patrick Manchette, c'était même le post-scriptum, enfin il y avait eu un article auparavant, mais le post-scriptum, c'est-à-dire les derniers mots, la dernière chronique de Manchette, se terminait ainsi. Il parlait des coups et de la réédition des coups avec une préface d'Annie Lebrun, et il disait « J'y vois avant tout un roman sur les impossibilités de l'expression et sur la domination culturelle qui détermine ces impossibilités. Cette difficulté à exprimer cette impossibilité, ce qui produit une immense solitude, ça aussi c'est une particularité. Et je pensais, Thierry Bestingel peut-être,
la pesanteur qui fait qu'on aimerait que les gens ne puissent pas communiquer, on la sent dans Île déserte. Bon, il se trouve, je ne vais pas révéler comment, mais que les personnages arriveront, en tout cas ce qu'on peut dire, à communiquer. Mais il y a peut-être un lien justement là-dessus, un autre lien entre Mecker et vous qui avez eu ce... Oui, moi ce qui m'intéresse aussi quand j'écris, on va dire, bon, pas forcément sur le travail, on va dire, bon, quand j'écris comme ça, ce qui m'intéresse, c'est justement cette question du langage, cette question de l'incommunicabilité. Pourquoi j'ai choisi aussi le titre Île déserte? C'est d'abord parce que c'est un malentendu au sens propre, et donc justement on est dans cette incommunicabilité. Et donc justement, on ne sait pas ce que l'autre vous dit, on comprend toujours tout le travers en fait. Et c'est à la fois culturel, parce que peut-être qu'il manque des bases au départ, mais c'est à la fois aussi profondément culturel au sens social, c'est-à-dire au sens d'une certaine appartenance sociale, où en fait, est-ce qu'on se sent autorisé à avoir le langage comme étant un vecteur pour pouvoir communiquer. Il y a énormément d'auteurs, et je pense que c'était surtout les auteurs prolétariens, on avait discuté, qui se posent la question de savoir, au moment du passage à l'acte, à l'écriture, est-ce qu'on a le droit, est-ce que moi, en tant qu'ouvrier, j'ai le droit de prendre la parole au même titre que, je ne sais pas, moi, un rentier au XIXe siècle, on se place dans la lignée des grands romanciers, et donc du coup ça tétanise. Est-ce qu'on en a les moyens culturels par l'éducation, mais est-ce qu'on en a aussi les moyens sociaux aussi? Donc je crois que la plupart de ces questions d'incommunicabilité viennent de là. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse énormément, ces jeux de langage. Donc les jeux de langage que nous avons entre nous-mêmes, les jeux de langage aussi que tentent de nous imposer d'ailleurs les entreprises aussi. Les entreprises créent un propre langage qui rentre de front aussi par rapport à celui que nous nous évertuons à avoir l'un et l'autre. Donc il y a une espèce comme ça de confrontation, de prise de pouvoir entre différents langages. Et la difficulté, c'est que, bah, évidemment, quand on n'a pas les moyens au départ, ou qu'on n'a pas la reconnaissance, on va dire la reconnaissance au départ, bah, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir se faire entendre. Et c'est beaucoup plus difficile de se faire entendre l'un et l'autre. Donc c'est le thème de la communicabilité, je crois, qui traverse, j'imagine, l'ensemble des œuvres. On le voit bien dans l'œuvre, celle que je connais peut-être un peu plus, c'est celle de Jeanne David, notamment dans l'Hôtel du Nord. Il y a énormément de malentendus, justement, à travers les dialogues, les choses qu'on comprend mal. On connaît bien, évidemment, la fameuse réplique d'Arletty qui dit atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère, qui d'ailleurs ne figure pas dans le livre. Elle n'est pas dans le roman. Mais ceci dit, elle est assez emblématique de la façon dont on comprend le travers. Et tout, en fait, j'ai l'impression qu'on est dans cette espèce de compréhension à la marge, finalement, à chaque fois. Bien, merci. Un seul mot, je crois, de notre part à tous. Découvrez, lisez Jean Mecker et Jean Amilat, et puis lisez aussi l'essai de Pierre Goya, Jean Mecker dit Jean Amilat, paru chez Ancrage, et lisez le roman de Thierry Vestingel, Île déserte. Merci Stéphanie Delestrée, merci Laurent Mecker, merci Thierry Vestingel, et merci Pierre Goya, et merci à vous.